En ce moment même, si on se promène dans les rues de Londres, on tombe sur un truc assez étrange. Oh oui, ces affiches. Ouais, des dizaines d'affiches roses fluorescentes qui viennent de faire leur apparition. Absolument aucun logo de maison de disques, aucun communiqué officiel, rien du tout. Juste un nom, en fait. Exactement. Juste un nom en lettres majuscules, The Cockroaches, et un immense QR code au milieu. Ça fait très jeune collectif punk qui cherche à pirater l'attention publique, pour le coup. C'est exactement ça, une vraie campagne de guérilla marketing. Sauf que, en grattant un tout petit peu la surface de ce mystère, on réalise très vite que cette machination numérique est orchestrée par des milliardaires octogénaires. Ouais, et le niveau de détail de cette campagne est redoutablement intelligent. Quand on scanne ce fameux QR code, on atterrit sur un site web, thecockroaches.com. Et le site ne vend rien, hein, c'est ça qui est dingue. Rien du tout. C'est une reconstitution visuelle, mais hyper minutieuse, d'une charme d'adolescent des années 70. Ah ouais. On y voit plein de détails, des plâtres de guitare usés, éparpillés sur un vieux tapis, un vieux pressage vinyle de l'album Ziggy Stardust de David Bowie jeté sur le lit, et surtout l'élément central, une horloge analogique. Et elle a quoi de spécial, cette horloge? Ces aiguilles sont figées à une heure extrêmement précise, 13h41. Et la date, ciblée par cette horloge, eh bien c'est aujourd'hui même, le samedi 11 avril 2026. Et pour quiconque nous écoute aujourd'hui, cette date résonne particulièrement dans le monde du rock. Bon, on a rassemblé une pile massive d'articles de la presse musicale, genre Noise Eleven, Music Business Worldwide, Guitar World, des essais économiques et pas mal de notes historiques. Une très grosse pile, ouais. C'est net. Et notre mission dans cette exploration en profondeur, c'est d'aller au-delà des simples gros titres. On veut comprendre comment ces dieux de la musique, qui refusent de raccrocher, gèrent le vieillissement, les affaires et leur pertinence culturelle. C'est un sujet tellement vaste. Bon, décortiquons tout ça. Parce que sur la page d'accueil de ce site, il y a une phrase d'accroche qui barre l'écran. Who the fuck are the cockroaches? Et pour les connaisseurs, c'est un signal lumineux massif. Mais oui, la typographie reprend exactement celle du t-shirt iconique que portait Keith Richards dans les années 70. Le fameux t-shirt Who the fuck is Mick Jagger? C'est un clin d'œil génial. Grave. Et surtout, The Cockroaches, les cafards, en français, c'est le pseudonyme historique des Rolling Stones. C'est le nom de couverture qu'ils utilisaient pour réserver des petits clubs à la dernière minute. Pour éviter les émeutes, en fait. Voilà, pour éviter que des milliers de fans ne détruisent complètement le quartier. On pense évidemment à ce concert mythique de mars 1977 ou El Mocambo de Toronto. Ah oui, jouer devant à peine 300 personnes? Ouais, 300 personnes en sueur, ou encore à cette apparition furtive sous le nom de Blue Sunday and the Cockroaches dans le Massachusetts, en 1981. Ce faisceau d'indices ne laisse plus aucune place au doute par rapport aux rumeurs qui agitent l'industrie musicale depuis des mois, tu vois. Donc l'horloge annonce bien ce qu'on pense. Tout à fait. L'arrêt de l'horloge, aujourd'hui, annonce la sortie très attendue de leur 25e et supposé dernier album studio. Celui qui s'appelle Foreign Tongues, c'est ça? C'est ça. D'ailleurs, si on fouille dans les bases de données de gestion des droits d'auteur, que ce soit en France ou aux États-Unis, le premier single a déjà été déposé. Il s'intitule Mr. Charm. Ok, donc c'est du concret. Très concret. En croisant nos sources techniques, on sait aussi que l'album est produit par Andrew Watt avec une approche très contemporaine. Il bosse avec tout le monde en ces moments, lui. Ouais, il est partout. Et il y aura des apparitions de Paul McCartney et, de manière beaucoup plus poignante, des enregistrements posthumes de Charlie Watts à la batterie. D'accord. Mais alors, une question évidente se pose. On parle d'une institution mondiale gigantesque. Il pourrait générer 1 million d'articles de presse avec un simple petit tweet officiel, non? Bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il s'embête encore avec des jeux de pistes cryptiques comme ça, comme une espèce de chasse au trésor numérique orchestrée par des milliardaires octogénaires? Ce qui est fascinant ici, c'est la psychologie derrière tout ça. Les Stones ont parfaitement compris leur statut, mais ils sont terrifiés par une chose précise. Laquelle? Devenir des pièces de musée prévisibles. Le fameux recyclage ennuyeux du passé. S'ils annoncent un album via un banal communiqué de presse, c'est plat, c'est institutionnel. C'est juste un produit de plus sur le marché. Exactement. En ressuscitant l'identité des cockroaches, ils ne vendent pas seulement un disque, ils recréent l'illusion du danger. Et de l'intimité, ouais. C'est ça, l'intimité de leur début dans les clubs des années 60 et 70. À l'ère numérique, obliger le public à faire l'effort de chercher, c'est une façon brillante de montrer qu'ils sont toujours pertinents. C'est une vraie masterclass de marketing, en fait. Ils maintiennent cette illusion de jeunesse éternelle. Mais bon, cette illusion, elle se heurte inévitablement à un mur de béton.
Lequel? La biologie. Et l'économie d'ailleurs. Parce que pendant qu'on s'amuse avec des QR codes à Londres aujourd'hui, il y a des décisions beaucoup plus lourdes qui se prennent en coulisses. Tu parles de la tournée? Ouais, la fameuse tournée des stades prévue pour 2026 au Royaume-Uni et en Europe, elle a été discrètement, mais définitivement annulée. Ah oui, on l'a vu passer dans les notes confidentielles, et la raison médicale est assez stricte en fait. C'est Keith Richards, n'est-ce pas? Oui, à 82 ans, il souffre d'une arthrite chronique sévère au moins. Ça fait déjà un moment que cette inflammation l'oblige à modifier complètement sa façon de jouer. J'avais lu qu'il changeait ses accordages, ou même qu'il enlevait des cordes de sa guitare pour alléger la pression. Tout à fait. Mais s'engager sur une tournée de 4 mois avec le climat humide en Europe, les voyages, c'était juste physiologiquement impossible, sans risquer des dommages irréversibles. Donc l'humain rattrape la légende. Et ça provoque un basculement complet de leur modèle. S'ils ne peuvent plus tourner, il faut gérer l'héritage financier. Et quel héritage? Là, on rentre dans les gros chiffres. Le catalogue post-1971 des Stones, selon les analyses économiques qu'on a consultées, il est évalué à environ un demi-milliard de dollars. 500 millions. C'est colossal. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que Mick Jagger, qui, soit dit en passant, maintient une forme hallucinante avec 2 entraînements de danse et de la gym chaque semaine, Oui, il est infatigable. eh bien Jagger refuse de vendre ce catalogue à des fonds privés. Contrairement à beaucoup d'autres, on se rappelle que Bruce Springsteen a vendu pour 550 millions, Paul Simon pour 250 millions, Katy Perry pour 225 millions. La tendance actuelle, c'est tout liquider pour sécuriser le cash, oui. Mais Jagger ne veut pas. Et plus surprenant encore, il envisage de ne même pas le léguer à ses 8 enfants. Ces enfants qui ont entre 7 et 53 ans, pour rappel. Voilà. Il a carrément dit qu'ils n'ont pas besoin de 500 millions de dollars pour bien vivre. Du coup, il envisage de tout donner à des œuvres caritatives. C'est une décision forte. Mais attends, faisons un peu l'avocat du diable 2 secondes. En lisant nos essais économiques, on peut légitimement se demander est-ce que c'est de l'altruisme pur de la part d'une rockstar au grand cœur, ou est-ce que c'est une manœuvre magistrale d'optimisation fiscale et de relations publiques? Alors, il faut rester neutre face aux mécanismes économiques, mais les faits sont têtus. Les taxes de succession au Royaume-Uni et aux États-Unis sont punitives. Si un héritage de 500 millions passe à des enfants, une énorme partie par un impôt. D'accord. Et pour payer ça, les héritiers sont souvent obligés de vendre les droits à des entreprises qui pourraient mettre les chansons dans des pubs pour du dentifrice, par exemple. L'angoisse totale. En transférant tout à une fondation caritative, Jagger agit en véritable architecte de son héritage culturel. Il évite la dislocation de son œuvre. Il compte trop le reste dans la famille aussi. Souvent, oui, les enfants siègent au conseil d'administration de la fondation. Ils ne possèdent pas les 500 millions, mais ils dirigent l'utilisation de la musique. C'est brillant, surtout que Jagger est confronté de très près à la mortalité en ce moment. Il y a eu le décès de Charlie Watts, évidemment. Et celui de Marianne Faithfull, l'année dernière, le 30 janvier 2025. Exact. Elle avait 78 ans. C'était une figure tellement centrale, elle avait coécrit Sister Morphine avec lui. Il lui a d'ailleurs rendu un hommage très touchant, l'appelant une amie merveilleuse et une chanteuse magnifique. On sent que la perte de ses pairs le pousse à consolider l'image des Stones comme une institution intouchable. Il regarde vers l'avenir de l'institution, pas vers le passé. D'ailleurs, il avait commencé une autobiographie dans les années 80, non? Oui, et il a remboursé l'avance astronomique de l'éditeur parce qu'il trouvait l'exercice de se raconter le passé complètement ennuyeux et bouleversant. Ça en dit long sur son état d'esprit. Mais du coup, si on regarde au-delà des Stones, comment font les autres vétérans du rock pour s'adapter? Parce que tout le monde n'a pas un catalogue à 500 millions pour s'acheter une fondation. C'est vrai. Pour survivre, il faut trouver de nouvelles façons d'atteindre le public et de rester créatif. C'est un peu comme des athlètes vétérans, non? Comment ça? Bah, tu sais, un joueur de foot ou de tennis qui vieillit, il ne peut plus courir aussi vite qu'à 20 ans. Donc, il compense en changeant complètement sa vision du jeu, son placement, sa technique. C'est une excellente analogie. Et ça passe souvent par l'intégration de sang neuf. Prends le cas de Rush, le groupe canadien. Ah oui, l'histoire de la batteuse. Exactement. Après la perte de Neil Peart, Geddy Lee et Alex Lifeson décident de remonter sur scène pour 5 concerts, avec une setlist de 40 chansons. Jouer 40 chansons de Rush, techniquement, c'est l'Everest. Totalement. Et ils recrutent Annika Nils. Nos articles de Guitar World racontent que Lee et Lifeson doutaient énormément d'elle au début. Vraiment? Oui, ils étaient à 2 doigts d'abandonner. Mais au 5e jour de répétition, le déclic a eu lieu. Elle a arrêté d'essayer d'être un robot mathématique pour capter le vrai feeling de Neil Peart. Et c'est là que la magie opère. C'est pareil avec les Foo Fighters, non? Tout à fait. Ilan Rubin a quitté Nine Inch Nails après 17 ans pour rejoindre les Foo Fighters, recruté tout en douceur par Dave Grohl. Grohl, d'ailleurs, qui a une philosophie très
très intéressante sur le fait de vieillir dans le rock. Il défend beaucoup la simplicité en ce moment. Oui, on l'a vu louer la batterie de Ringo Starr récemment. Et il a trié la défense de Meg White, des White Stripes, face à toutes ces critiques sur son style minimaliste. Si l'on relie cela à la situation globale, c'est très révélateur. En vieillissant, la technique pure importe moins que l'âme de la musique. Grohl l'a bien compris. Et quand le corps ne suit plus pour les tournées mondiales, l'âme de la musique trouve d'autres supports. Exactement. On voit une vraie explosion de projets transmédia. Genre Mike McCready de Pearl Jam. Le mec vient carrément de sortir un opéra rock doublé d'un roman graphique. Farewell to Seasons. Il l'a présenté au Comic-Con de San Diego en 2026. C'est inattendu, mais ça marche. Et du côté des Red Hot Chili Peppers, c'est Netflix qui prend le relais avec ce documentaire sur Hillel Slovak, leur guitariste d'origine. Our Brother Hillel, un énorme succès, numéro 1 dans 19 pays actuellement. Et puis, il y a ceux pour qui cette réinvention passe par une vraie réflexion spirituelle. Tu penses à U2 ? Bien sûr. U2 qui lâche un EP inattendu, Easter Lily, qui fait suite à Days of Ash. Avec des titres très introspectifs comme Song for Hall et cette fameuse collaboration avec Brian Eno, Coexist. Et Bono a expliqué que le groupe traverse une période de remise en question très intime. Il s'interroge sur l'amitié, sur la foi, et même sur leur place face aux algorithmes modernes. Ça montre une vraie vulnérabilité. Mais il y a aussi des façons plus légères de rester dans la culture pop. Ah oui, la télévision, hein. La résurrection de Kansas, c'est un truc de fou. Carry On Wayward Son. Un titre de 1976 qui explose à nouveau dans les charts en ce moment. Tout ça à cause d'un sketch hilarant de Jack Black au Saturday Night Live. Le pouvoir du SNL est intact, oui. Jack White y a aussi brillé récemment. Il a rejoint le fameux club des 5 fois, ceux qui ont été invités 5 fois dans l'émission, en jouant Derecho Demonico. Ça prouve que les fans de longue date, associés à la culture virale, ça donne un mélange explosif. Parlons du pouvoir des fans, regarde le Rock and Roll Hall of Fame de 2026. Ah oui, le groupe New Edition, qui remporte le vote des fans. Devant Phil Collins et Pink, s'il te plaît, avec plus d'1 million de votes. C'est incroyable. Mais bon, cette longévité extraordinaire, cette dévotion absolue des fans, ça vient aussi avec une phase beaucoup plus sombre. C'est le prix de l'immortalité, en fait. Ouais. Et le premier prix à payer, c'est la santé physique. On l'a vu avec les Stones. Mais il y a quelques semaines, les Goo Goo Dolls ont dû annuler toute la fin de leur tournée canadienne. Parce que leur chanteur, John Rosnick, a attrapé une pneumonie. Le rythme des tournées détruit le système immunitaire à cet âge-là. Et quand ce n'est pas le physique qui lâche, c'est le mental. Les démons de l'addiction, malheureusement. C'est un sujet très lourd. On a le témoignage de Patch Hamilton, le leader du groupe Helmet. Il vient d'annoncer être enfin sobre, mais il a révélé avoir consommé jusqu'à 20 bières par jour. 20 bières par jour, c'est terrifiant. Et c'est la pandémie qui a servi de catalyseur à cette descente aux enfers. Heureusement, il a trouvé de l'aide. Son parrain de sobriété est un vétéran du Vietnam qui est sobre depuis 35 ans. C'est une belle histoire de résilience. Mais ça montre à quel point ces artistes flirtent avec l'abîme. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie, au final? Parce qu'il y a un autre danger qu'on a découvert dans nos recherches et qui concerne les fans eux-mêmes. La dynamique parasociale toxique. C'est ça. Comment est-ce que l'admiration du public, quand elle s'étale sur des décennies, peut se transformer en une véritable psychose? Cela soulève une question importante sur la santé mentale du public face à ses idoles. Prends Tobias Forge, par exemple, le leader de Ghost. L'histoire de la fausse fiancée. C'est effrayant, hein? Le mec se fait harceler par une femme qui est persuadée, mais vraiment persuadée d'être fiancée avec lui. Elle envoyait des lettres recommandées, elle réclamait de l'argent. Elle est heureusement accusée de harcèlement et d'agression maintenant. Mais le mal est fait. Et ce n'est pas un cas isolé. Lindsey Buckingham, l'ancien guitariste de Fleetwood Mac, a vécu pire. Ah oui, l'agression physique. Ouais, il s'est fait balancer un jet de liquide par une fan de 54 ans. Et son motif? Elle prétendait qu'il était son père biologique. C'est la rançon d'une gloire qui s'étire sur le très long terme. Quand une voix, une musique fait partie de ta vie depuis 40 ou 50 ans, pour certains individus un peu fragiles, les frontières de la réalité s'effondrent. L'artiste devient une sorte de membre fantôme de leur famille, en fait. Exactement. Et quand l'artiste ne répond pas à cette intimité imaginaire, ça peut basculer dans la violence. Quand on rassemble toutes ces pièces du puzzle, l'image globale est fascinante. Vieillir dans le rock en 2026, ce n'est vraiment plus l'archétype du rebelle qui brûle la chandelle par les deux bouts. Oh que non. C'est de la pure gestion de crise et de la stratégie à haut niveau. Il faut gérer des catalogues d'un demi-milliard de dollars, lancer des campagnes marketing de génie avec des horloges arrêtées.
transmettre son savoir à de nouveaux musiciens pour sauver les tournées. Tout en luttant contre l'arthrite, la pneumonie, et en se protégeant des dérives de l'adulation extrême de son public. C'est une vie d'équilibriste. Et pour quiconque s'intéresse à la musique, comprendre cet envers du décor permet de voir ses idoles sous un nouveau jour. Non plus comme des divinités intouchables en blouson de cuir. Mais comme des humains qui traversent la phase la plus complexe de leur carrière. Et justement, en parlant de divinités intouchables, il y a un détail dans l'un des articles sur Mick Jagger qui m'a scotché. Lequel? Il s'intéresse de très près à l'intelligence artificielle pour l'avenir de sa musique. Ah, ça ouvre une porte très intéressante, ça. Totalement. Imaginons un instant. Si l'IA parvient dans quelques années à cloner parfaitement, mais vraiment parfaitement, la voix et les déhanchés des rockstars des années 70. Ce qui n'est techniquement plus très loin d'arriver. Ouais, c'est pour demain. Et si, comme on l'a vu, les droits de ces avatars appartiennent à des fondations caritatives totalement immortelles, gérées par les descendants? Des entités qui ne meurent jamais. Voilà. Le concept même de groupe de musique humain, est-ce qu'il aura encore le moindre sens dans 50 ans? C'est la question qui fâche. Est-ce qu'on va assister pour l'éternité à des concerts d'avatars numériques, des spectres qui ne souffriront jamais d'arthrite, qui n'annuleront pas pour cause de pneumonie et qui n'auront pas de problème d'ego? Ça fait froid dans le dos tout en étant intellectuellement fascinant. C'est un paradoxe fou. L'idée de vivre éternellement grâce à la machine, mais en perdant ce qui faisait le cœur du rock, la fragilité humaine. Bref, ça nous donne pas mal de matière à réflexion pour continuer à creuser le sujet de notre côté. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration de la pop culture et de ses mystères, et gardons tous notre esprit bien curieux face à ce que l'avenir nous réserve.